On sait que 90% des sols contiennent au moins un herbicide, un insecticide et un fongicide qui les contaminent. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu d'espèces, il reste encore du sol et d'une certaine façon, il n'y a pas de sol mort. Un sol en bonne santé, en réalité, c'est un sol que les générations suivantes pourront utiliser aussi richement et aisément que nous. Nos sols, ils vont pas très bien, et en même temps, il y a plein d'espoir. Ils vont pas très bien. On sait que 90% des sols contiennent au moins un herbicide, un insecticide et un fongicide qui les contaminent. On sait que la diversité de nos sols n'est pas affectée en nombre d'espèces, mais le nombre d'individus par espèce, la masse totale de microbes, d'animaux du sol, s'est vraiment effondrée dans les sols agricoles. On sait aussi que le labour les rend plus sensibles à l'érosion, qu'ils s'érodent, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés par l'eau et l'air 10 fois plus vite. Des sols de Beauce érodent comme des sols alpins parce qu'ils sont labourés et laissés nus en hiver. Mais l'espoir, il est là, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu d'espèces, il reste encore du sol et d'une certaine façon, il n'y a pas de sol mort, il y a un besoin de trouver d'autres chemins techniques pour les rendre plus durables et revenir un petit peu en arrière tout en maintenant la production agricole pour protéger ces sols. En revanche, l'extension des villes et la disparition de l'équivalent d'un département de taille moyenne tous les 7 à 10 ans, ça c'est un vrai problème de disparition totale des sols qu'il va falloir gérer, mais qui se gère encore par des plans d'occupation des sols améliorés. Alors, un sol vivant, tous les sols sont vivants, mais un sol durablement vivant, il contient beaucoup de matière organique. Parce que le labour, en oxygénant le sol et en permettant la respiration microbienne, détruit d'ailleurs une matière organique qui aide à donner sa structure et à retenir l'eau. C'est un sol où il y a beaucoup de vie, et cette vie, en grouillant, le déplacement des amibes, le déplacement des vers de terre, elle fait des trous, elle entretient une porosité où circulent de l'air et de l'eau qui sont très importants à la vie des sols et notamment des plantes. Donc c'est un sol, effectivement, où il y a une grande diversité, une grande quantité d'organismes. Et puis, c'est un sol qui est entraîné par l'eau et par l'air à la vitesse à laquelle il est produit. C'est un sol dont l'épaisseur reste constante et qui est donc durable. D'une façon générale, ce n'est pas vraiment un sol d'agriculture conventionnelle, c'est vrai, mais c'est des sols qu'on sait maintenant par des techniques d'agriculture sous couvert, par exemple, qu'on sait au moins dans certains cas et dans certaines régions entretenir. Et c'est ça le Graal, c'est d'essayer de généraliser ces pratiques à plein d'autres cultures et plein d'autres régions pour avoir des sols durables. Voilà, un sol en bonne santé, en réalité, c'est un sol que les générations suivantes pourront utiliser aussi richement et aisément que nous. La question de savoir si une agriculture respectueuse des sols nourrit l'humanité ou si le bio, qui est respectueux de la qualité chimique du produit, nourrit l'humanité, c'est une question délicate et qui ne se résout pas par l'opinion. La réponse n'est pas oui ou non. La réponse, c'est quelle recherche doit-on faire pour savoir jusqu'à quel point on peut effectivement parcourir ce chemin. Et cette recherche, c'est à la fois la recherche des itinéraires techniques, des façons de travailler, mais aussi ça va jusqu'à des choses comme la qualité des semences. Voilà. La sélection variétale est aussi quelque chose d'extrêmement important pour demain être capable éventuellement de rendre ces agricultures respectueuses du consommateur et des sols, capables quantitativement de les nourrir et pour des générations et des générations. Bref, c'est de la recherche sur les semences, sur les sols, sur les pratiques culturales qu'il faut engager maintenant. Alors la question de savoir si l'agriculture intensive et les sols vivants sont conciliables, on aurait tendance à penser que non en regardant l'histoire, mais là encore, et un peu comme je le disais avant, la question c'est d'étudier ça d'un point de vue à venir et avec d'autres pratiques. Est-ce qu'on peut faire une agriculture intensive sur sol vivant? Bon, moi ce que je pense c'est qu'il faut quand même retrouver notamment des dimensions plus humaines pour les exploitations
et notamment aussi un maillage entre l'agriculture et l'élevage, sachant que les déchets, les fumiers de l'élevage peuvent enrichir les cultures et la teneur en matière organique des sols, sachant aussi que les animaux peuvent venir brouter et désherber les champs, en tout cas entre deux récoltes. Bref, l'idée, c'est qu'il y a une complémentarité à retrouver qui fait qu'il va falloir retrouver plusieurs savoir-faire dans le même territoire, et ça peut être l'objet de plus petites exploitations qui se complètent entre elles. Bref, ce qui est certain, c'est qu'il faut aussi retrouver le sens de l'extensif, et notamment pour l'alimentation d'origine animale. Là, il est clair que la viande écologiquement vertueuse, elle est plutôt issue de l'extensif sur des sols sur lesquels on ne ferait pas de culture végétale. Donc il faut trouver effectivement un équilibre entre l'extensif et une autre agriculture intensive, et ne pas déduire du passé que l'intensivité est l'ennemi de la durabilité des sols. Ça se construit. Combien de temps faut-il à un sol pour régénérer sa biodiversité, c'est-à-dire pas tellement le nombre d'espèces qui a été peu affecté par l'agriculture conventionnelle, mais le nombre d'individus par espèce, la biomasse vivante d'un sol. Dans certains sols agricoles, vous retournez à une masse et une activité microbienne, cette activité étant ce qui fait le sol, en quelques années, voire quelques dizaines d'années. Peut-être qu'il y a encore des gains à faire dans les années suivantes, c'est sûr, mais ce n'est pas forcément si long, même si la réponse dépend des sols et de ce qu'on y cultive et de la façon dont on commence à les traiter après avoir arrêté de labourer ou de mettre des intrants agressifs pour la vie des sols. La réponse n'est pas unique, mais clairement, l'agriculture conventionnelle n'a pas abîmé les sols à un point et à une vitesse telle que les choses soient irrémédiables, et la vitesse, le temps de résilience, comme on dit techniquement, n'est pas forcément si élevé. Par contre, l'urgence absolue, c'est de s'y mettre maintenant, avant d'avoir perdu notre capital.